Imaginez, il est 23h47. Un bus monte péniblement une route de montagne enneigée. À l'intérieur, cette personne qui ne se connaissent pas. Quand le bus arrive enfin au village de Saint-Martin-des-Cimes, il est vide, complètement vide. Le chauffeur a disparu. Les passagers ont disparu. Leurs affaires sont toujours là. Sac à main ouvert, téléphone posé sur les sièges, un café encore fumant dans un gobelet. Ce qui s'est passé dans ce bus durant les 20 dernières minutes du trajet va bouleverser à jamais ce petit village alpin. Et ce que la gendarmerie va découvrir 3 jours plus tard va défier toute logique. Bienvenue dans cette histoire vraie qui a secoué les Alpes françaises en 2019. Je suis votre hôte, et pendant la prochaine demi-heure, je vais vous raconter l'énigme des passagers du dernier bus. Saint-Martin-des-Cimes. Population 847 habitants. Un de ces villages alpins où tout le monde se connaît, où les secrets ne restent jamais longtemps cachés. Niché à 1200 mètres d'altitude entre Grenoble et Chambéry, ce village vit au rythme des saisons touristiques. Notre histoire commence un jeudi soir de janvier. Il neige abondamment. Les routes sont dangereuses. La ligne de bus 73, qui relie la gare de Montmélian au village, est sur le point d'effectuer son dernier trajet de la journée. À la gare, cette personne monte dans le bus. C'est inconnus qui vont partager un destin extraordinaire. Il y a d'abord Marcel Dubois, 68 ans, ancien instituteur du village qui rentre d'une visite médicale à Grenoble. Marcel connaît ce trajet par cœur, il a fait des milliers de fois en 40 ans. Puis Amélie Fontaine, 34 ans, infirmière qui vient de décrocher un poste à la clinique du village. C'est son premier jour. Elle transporte une grosse valise remplie de ses affaires. Elle ne connaît personne ici. Thomas Mercier, 41 ans, représentant commercial, téléphone vissé à l'oreille, discute affaires jusqu'à la dernière minute avant le départ. Il doit rencontrer un client important le lendemain matin. Léa et Hugo Martin, un jeune couple de Parisiens dans la trentaine, venus passer un week-end romantique au ski. Ils rient, ils sont amoureux, insouciants. Ils prennent des selfies dans le bus. Sophie Arnaud, 52 ans, femme de ménage qui travaille dans plusieurs chalets de luxe. Elle semble fatiguée, elle s'assoit près de la fenêtre et ferme les yeux immédiatement. Et enfin, le jeune Antoine Rousseau, 19 ans, étudiant à Lyon qui rentre voir ses parents pour le week-end. Il porte un casque audio et regarde défiler le paysage, perdu dans sa musique. Le chauffeur, Pierre Legrand, 56 ans, conduit cette ligne depuis 15 ans. Il connaît chaque virage, chaque point dangereux de ces routes de montagne. C'est un homme méthodique, prudent. Jamais un accident, jamais un retard. À 23h15, le bus démarre. Durée du trajet, 32 minutes normalement. Avec la neige, Pierre annonce plutôt 45 minutes. Les premières minutes du trajet sont banales. Les passagers sont absorbés dans leurs pensées, leur téléphone. Sophie dort déjà. Le couple parisien chuchote en regardant des photos de chalets. Marcel lit son journal. Amélie révise nerveusement des notes pour son nouveau travail. Pierre conduit prudemment. La neige tombe de plus en plus fort. À 23h27, il passe le dernier village avant Saint-Martin. Plus que 20 minutes. C'est à ce moment-là que quelque chose change. Thomas, le commercial, raccroche son téléphone et fronce les sourcils. Plus de réseau. C'est normal, dit Pierre sans se retourner. Ici, dans les gorges, ça ne passe jamais. Le bus entre dans la partie la plus isolée du trajet, un défilé rocheux étroit où la route serpente au-dessus d'un ravin. À gauche, la paroi rocheuse. À droite, le vide. Léa remarque la première qu'il fait soudain très froid dans le bus. Hugo remonte le col de sa veste. Monsieur le chauffeur, le chauffage. Commence-t-il? Je sais, répond Pierre. Je ne comprends pas, il vient de s'éteindre tout seul. Les lumières du bus clignotent. Une fois, 2 fois, puis s'éteignent complètement. Le bus est plongé dans l'obscurité totale, éclairé seulement par les phares qui percent la neige devant. Pas de panique, dit Pierre d'une voix qui se veut rassurante mais trahit une certaine inquiétude. Problème électrique. On arrive dans 15 minutes. Mais Marcel, l'ancien instituteur, regarde sa montre. Quelque chose le dérange. Ils auraient déjà dû passer le pont de Pierre, ce point de repère qu'il connaît si bien. Il regarde par la fenêtre, essayant de reconnaître le paysage dans la nuit noire. « Pierre, dit-il, tu es ce qu'on est sur la bonne route ?»« Évidemment, Marcel. Je fais ce trajet depuis 15 ans, répond le chauffeur, mais il y a une hésitation dans sa voix. Sophie se réveille en sursaut. « Où sommes-nous » demande-t-elle, désorientée. Antoine enlève son casque. Il a entendu quelque chose. Un bruit étrange.
comme un grincement métallique. « Vous avez entendu ça » demande-t-il. Le bus ralentit. Pierre plisse les yeux, tentant de voir à travers la neige. Puis soudain, il freine brusquement. Les passagers sont projetés vers l'avant. « Qu'est-ce qui se passe » crie Amélie. Pierre ne répond pas. Il fixe quelque chose devant lui. Les autres passagers se penchent pour voir. Au milieu de la route, dans le faisceau des phares, il y a une silhouette, immobile, une forme humaine qui ne bouge pas malgré la neige et le froid. « Quelqu'un a besoin d'aide » dit Thomas en se levant. « Non » dit Pierre d'une voix étrange. « Non, n'ouvrez pas la porte. » Mais Thomas a déjà actionné la porte arrière. L'air glacial s'engouffre dans le bus. C'est le dernier souvenir cohérent que nous avons de ce qui s'est passé dans ce bus. À minuit 35, soit 20 minutes après l'heure d'arrivée prévue, le maire de Saint-Martin-des-Cimes, François Bertrand, commence à s'inquiéter. Il attend sa femme Sophie, la femme de ménage qui était dans le bus. Il essaie de l'appeler, mais elle ne répond pas. Il appelle la compagnie de bus. Pas de réponse non plus à cette heure tardive. Il appelle Pierre Legrand directement. Le téléphone sonne dans le vide. À 1h15 du matin, François alerte la gendarmerie. Le capitaine Julie Moreau mobilise immédiatement une équipe. Avec la neige et les conditions météo, si le bus a eu un accident, chaque minute compte. 2 véhicules de gendarmerie partent en direction de Montmélian, empruntant la route habituelle du bus. Ils roulent lentement, scrutant chaque virage, chaque fossé, redoutant de trouver le bus renversé dans un ravin. À 2h23, ils arrivent à Montmélian. Pas de trace du bus sur tout le trajet. Impossible. Le capitaine Moreau contacte la gare de Montmélian. Elle réveille le responsable de nuit qui confirme. Oui, le bus 73 est bien parti à 23h15 avec 7 passagers et le chauffeur Pierre Legrand. Elle vérifie les caméras de surveillance. Là, sur l'enregistrement, on voit clairement le bus quitter la gare. On voit les 7 passagers monter. Tout semble normal. Où est ce bus ? Se demande-t-elle à voix haute. L'équipe refait le trajet inverse. Rien. Comme si le bus s'était volatilisé. À 4h30 du matin, alors que le jour commence à poindre, un gendarme remarque quelque chose d'étrange sur un petit parking d'observation touristique, un de ces endroits où les touristes s'arrêtent l'été pour photographier la vallée. C'est à 500 mètres à peine de Saint-Martin-des-Cimes. Le bus est là, parfaitement garé. Moteur éteint, lumières éteintes, porte fermée, vide. Les gendarmes s'approchent prudemment. Le capitaine Moreau essaie d'ouvrir les portes. Elles sont verrouillées de l'intérieur, selon le protocole normal. Elle brise une vitre et monte dans le bus. Ce qu'elle découvre va la hanter pour le reste de sa vie. Les sièges sont jonchés d'affaires personnelles. Le sac à main de Sophie est ouvert, son portefeuille visible. Le téléphone de Thomas est posé sur un siège, encore allumé, montrant 27 appels manqués. La valise d'Amélie est toujours dans le porte-bagages. Le casque audio d'Antoine pend du dossier d'un siège. L'appareil photo de Léa et Hugo est sur le tableau de bord. Sur un siège, un gobelet de café encore tiède. Mais aucune trace des 8 personnes. Plus troublant encore, il n'y a aucune trace de pas dans la neige fraîche autour du bus. Comme si personne n'était jamais sorti. L'affaire fait immédiatement la une de tous les journaux. Les 8 disparus de Saint-Martin. L'énigme du bus fantôme. Une disparition inexplicable dans les Alpes. Le capitaine Moreau mène une enquête intensive. Les familles des disparus sont interrogées. Aucun conflit, aucune raison pour ces personnes de disparaître volontairement. Ce sont des gens ordinaires avec des vies ordinaires. Les analyses du bus révèlent des choses étranges. Les relevés du GPS du bus montrent qu'il a bien suivi sa route normale jusqu'à 23h41. Puis, pendant 6 minutes, le GPS ne donne plus de position, comme si le bus avait cessé d'exister. Puis à 23h47, il réapparaît sur ce parking d'observation. Les techniciens ne peuvent expliquer cette anomalie. Plus étrange encore, les caméras de vidéosurveillance du village, qui couvrent l'entrée principale, ne montrent jamais le bus passer. Pourtant, c'est la seule route possible. Un témoin, le vieux Henri Paquet qui souffre d'insomnie, affirme avoir vu quelque chose cette nuit-là. Vers minuit, il regardait par sa fenêtre et il jure avoir vu des lumières étranges dans le ciel au-dessus des gorges. Mais Henri a 83 ans et les gendarmes ne savent pas s'ils doivent le croire. Le 3e jour, une découverte capitale. Dans la neige, à 2 kilomètres du bus, près du défilé rocheux, on trouve un téléphone portable. C'est celui de Léa, la touriste parisienne. Il est éteint, la batterie complètement déchargée. Les techniciens réussissent à le rallumer. Il contient une vidéo.
La dernière chose enregistrée sur ce téléphone. La vidéo dure 47 secondes. On y voit l'intérieur sombre du bus. La caméra bouge beaucoup, comme si la personne qui filme est en mouvement, paniquée. On entend des voix, des cris. Quelqu'un dit ce n'est pas possible. Une autre voix, peut-être celle de Pierre le chauffeur, crie « Tout le monde dehors !» Maintenant, on entend le bruit de la porte du bus qui s'ouvre. Un flash de lumière aveuglante remplit l'écran. Puis la vidéo s'arrête brusquement. Cette vidéo soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Qu'ont-ils vu? Pourquoi cette panique? D'où venait cette lumière? Les recherches s'intensifient. Des équipes de secours en montagne, des maîtres-chiens, des hélicoptères. On fouille chaque centimètre carré dans un rayon de 10 kilomètres. Les gorges, les ravins, les grottes. Rien. C'est comme si ces 8 personnes s'étaient évaporées dans la nuit alpine. Puis, le 7e jour, un randonneur fait une découverte macabre. Dans une grotte isolée, accessible seulement par un sentier dangereux à flanc de falaise, il trouve un corps. C'est Sophie Arnaud, la femme de ménage. Elle est morte de froid et d'épuisement. Mais ce qui trouble les enquêteurs, c'est sa position. Elle est recroquevillée au fond de la grotte, les mains sur les oreilles, comme si elle essayait de bloquer un son insupportable. Près d'elle, griffonné avec un morceau de charbon sur la paroi rocheuse, un seul mot, « Courez !» Les recherches continuent pendant des semaines. Mais on ne retrouve jamais les 7 autres passagers. Ni Pierre Legrand, ni Marcel Dubois, ni Amélie Fontaine, ni Thomas Mercier, ni Léa et Hugo Martin, ni le jeune Antoine Rousseau. Disparus, volatilisés dans la nuit alpine. Aujourd'hui, 6 ans après cette nuit terrible, le mystère reste entier. Le dossier est toujours ouvert. Les familles cherchent encore des réponses. Le capitaine Julie Moreau, maintenant à la retraite, consacre encore son temps libre à revisiter les indices. Saint-Martin-des-Cimes n'est plus le même. Le parking où le bus a été retrouvé est devenu un lieu étrange que les locaux évitent. Certains parlent de lumière qu'on voit parfois la nuit. D'autres jurent avoir entendu des voix portées par le vent dans les gorges. La ligne de bus 73 a été suspendue. Personne ne voulait plus emprunter ce trajet. Les théories abondent. Enlèvement, accident massif non découvert, fugue collective, phénomène inexpliqué. Mais une chose est sûre. Cette nuit de janvier 2019, 7 personnes ordinaires et un chauffeur de bus ont vécu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui les a poussés à abandonner toutes leurs affaires et à fuir dans la nuit glaciale. Qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils entendu? Où sont-ils maintenant? Le dernier bus de Saint-Martin-des-Cimes garde son secret. Et vous, qu'en pensez-vous? Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là dans les Alpes françaises? Était-ce un phénomène naturel mal compris, une tragédie humaine, ou quelque chose que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre? Je vous pose cette question. Si vous étiez dans ce bus cette nuit-là et que vous voyez cette lumière aveuglante, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous sorti du bus? Ou seriez-vous resté à l'intérieur? Laissez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos théories. Si cette histoire vous a captivé, si vous voulez découvrir d'autres mystères français inexpliqués, d'autres énigmes qui défient la logique et la raison, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire du phare de Cordouan et des 3 gardiens qui ont disparu sans laisser de traces en 1978. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et la prochaine fois que vous monterez dans un bus de nuit dans les montagnes, regardez bien par la fenêtre. À très bientôt.